Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet parce que je crois que c'est d'actualité. Il y a beaucoup de confusion par rapport à la méthodologie BIM et je crois que justement ce que je souhaite, c'est de faire les points et de faire comprendre que cette méthode, c'est une énorme évolution par rapport et naturelle par rapport à la méthode des conceptions qu'on avait depuis la CAO, c'est-à-dire à partir de la CAO jusqu'à maintenant avec les BIM. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite faire cette présentation. C'est surtout pour, euh, pour mettre l'accent dans les domaines spécifiques et qui concerne évidemment la maquette, la construction de la maquette volumique, mais évidemment, c'est pas seulement la maquette, c'est la maquette plus toutes les données qu'on va avoir derrière chaque maquette. Euh, Cette présentation, c'est une présentation que j'avais faite. Bon, j'enlevais des documents spécifiques, mais quand j'ai créé un module pour la saisie m'a confié cette formation. C'était la première fois qu'on faisait une formation sur le BIM, sur Revit, et en 2017. C'est pour ça que là, je pars de cette base-là pour pouvoir vous expliquer et surtout, pour voir mon point de vue du point de vue de la production. Parce que si on ne parle pas des productions, si on ne parle pas des conceptions, si on ne parle pas d'architecture, le BIM, après, c'est l'administratif, c'est la gestion des données, c'est plein de belles phrases, des normes, mais qui sont un complément, bien évidemment. Mais comme je dis toujours, c'est comme parce qu'on connaît beaucoup des mots et des grammaires, etc. Et c'est pas avec ça qu'on va créer un roman. Hein. Il faut connaître les normes qui sont les normes du projet. Et après, une fois qu'on a bien compris quelle est la méthode de l'évolution d'un projet concret. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir avec tous les apports des autres, aussi bien pour la communication des données, aussi bien pour les contrôles des données, aussi bien pour mettre par rapport aux normes ISO, etc., etc., etc. Mais ça, c'est bien après. Et bon, quels sont les domaines essentiellement qui comportent la méthodologie BIM? C'est la géométrie, les relations spatiales, et les analyses derrière, lumière thermique, fluide et structure, l'information géographique, topographique, et les analyses aussi quantitatives, les surfaces, volumes, matériaux, et aussi également, bien évidemment, les coûts. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est justement parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est de vous montrer un projet qu'on avait fait ensemble pour une agence, l'agence d'Éric Bouchard. Moi, j'ai collaboré avec cette agence en faisant comme chef de projet pour un projet particulier des logements. Et donc, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les projets tel comme ça a été proposé euh, avec les outils qu'on avait de la CAO, de la communication en CAO. Et après, j'ai joué les jeux de faire le même projet, mais transféré avec la méthodologie BIM. De cette façon, comment mes élèves pouvaient comprendre les différences essentielles et en même temps comprendre que la méthodologie BIM, bien appliquée, doit évidemment être largement supérieure en résultat des qualités d'architecture, en résultat des options qu'on peut proposer. Bref, c'est une évolution qui est presque des années-lumière par rapport à la CAO. Bon, la CAO, essentiellement, comme vous voyez là,
qu'est-ce qu'on avait? On avait en général, bon, moi j'ai travaillé particulièrement sur AutoCAD, et qu'est-ce qu'on faisait? On avançait chacun dans son côté, avec des plans, des coupes, à partir du programme, on faisait des points avec l'outil qu'on avait sur AutoCAD, avec tous les autres corps d'état, avec qui? Avec le XREF, la référence externe, qui était l'outil qu'on avait pour faire des points de coordination entre nous et voir la mise à jour à chaque fois, parce que c'était ces références externes, elles étaient actualisées par rapport à l'évolution du projet, et on pouvait voir les résultats. Et c'est comme ça on nourrissait les projets seulement unilatéralement, pardon, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on faisait un point de coordination, il fallait mettre à jour tous les plans, tous les documents via l'Exref et vérifier s'il y avait les contrôles des gaines, des passages. Bon, comme je pense que beaucoup d'entre vous ont connu cette histoire de la CAO. Alors, le problème, c'est que AutoCAD, quand on travaille sur AutoCAD, on peut travailler en 2D comme en 3D sur AutoCAD. C'est pas le problème, la 3D. La 3D, c'est pas. L'histoire, c'est que quand on dessine sur AutoCAD, on dessine des lignes, des polylignes, on dessine des objets géométriques, mais après, avec les documents techniques, on va venir dire les spécificités, si c'est un mur, si c'est une porte, etc. Et on va venir rajouter après toutes les spécifications techniques. Quelle est la différence essentielle alors, pour revenir à notre méthodologie BIM? Et je dirais que c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que les BIM nous obligent dès le départ à commencer un travail en 3D, mais en même temps, c'est pas seulement en 3D, c'est que quand j'ai fait un mur, c'est un mur. Et la catégorie mur, il me donne des possibilités de faire et d'autres pas. Avec les polylignes, je peux inventer toutes les formes nécessaires. Mais la sémantique qu'on a rajoutée pour la méthodologie BIM sur le logiciel Revit, que c'est le logiciel de travail depuis longtemps pour moi, donc ça donne la possibilité de travailler avec des vrais objets d'architecture, avec toutes les contraintes, avec toutes les possibilités de paramétrer chaque objet et par la suite de communiquer avec les autres via des fichiers d'échange comme c'est le cas des IFC, qui vont me permettre via un logiciel que j'utilise, c'est Navisworks Manage, pour pouvoir faire les contrôles. Mais ça, c'est l'évolution de ces projets, il tient, c'est-à-dire le fil rouge du projet, c'est la réalisation du projet, hein, avec les étapes, avant-projet, sommaire, détail, etc., etc. Mais à chaque fois, ces projets, il va être nourri aussi également avec des données qui sont des données, des propriétés qui sont spécifiques à chaque objet. Ça, c'est impossible de le faire avec un logiciel comme AutoCAD. C'est pour ça que la confusion, c'est énorme. Les gens qui disent, ah oui, mais j'ai travaillé très bien sur AutoCAD. Ça n'empêche pas que moi, je fais parfois les détails techniques pour aller plus loin. Je les fais sur AutoCAD et je les importe sur Revit. Peu importe ça. Mais le problème, c'est que la différence énorme, c'est tous les apports, quand on dessine un mur, c'est la catégorie mur. Il y a toutes les contraintes c'est la verticalité ou l'inclinaison, etc. Mais on ne peut pas faire le mur en horizontal, ça n'existe pas. Donc, c'est la limite par rapport à l'objet d'architecture. Déjà, c'est la première chose. Après, dans la composition, je peux composer avec des formes, mais ces formes-là, il faut qu'ils soient dans la réalisation. Donc les formes,
et ils vont tenir seulement si mes formes et mes objets sont cohérents par rapport à des principes de construction, des principes qu'on appelle tectoniques de la matière. Bon, vous savez très bien que depuis, bon, il y a plusieurs niveaux de BIM. Maintenant, on rajoute à chaque fois. Mais bon, le premier, ça, je ne veux pas m'étaler parce que c'est pas l'objet. Ça, c'était l'objet de la présentation que je faisais à la saisie, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Vous connaissez, je pense, les niveaux qu'on peut avoir au niveau du BIM. Moi, ce que je fais pour les cas de reproduction des bâtiments, des logements, par rapport à la méthode BIM, c'est de prendre tous les outils que j'avais déjà étalés sur AutoCAD et venir les rajouter comme des images ou comme des dessins DWG pour recomposer la maquette. Après, bien évidemment, avec les équipes qui étaient complémentaires, on a fait la communication via les outils IFC, etc. Alors là, voilà la définition. La maquette numérique du BIM est une base des données. C'est-à-dire que ce n'est pas la construction en 3D, c'est une base des données. Et la géométrie, bien évidemment, fait partie de ces données. Sémantisée, permettant de représenter les projets de construction de toute échelle, la ville, les quartiers, l'infrastructure, etc. Et les logiciels, bon, maintenant, il y a beaucoup plus que ce que j'ai mis là. À l'époque, j'ai commencé avec AutoCAD Architectural Desktop. Après, je suis revenue sur Revit. Mais il y a évidemment Archicad et bon, il y a plein d'autres aussi actuellement. Et aussi, à niveau de l'architecture urbaine, on peut avoir d'autres logiciels. Mais c'est pas là que je voulais, disons, faire le point spécifique aujourd'hui. Alors, les avantages, parce que pour moi, ça a été clair, qu'à moi-même, je me suis mis à reproduire la méthode que j'avais fait auparavant en CAO et à nouveau la refaire avec la méthodologie BIM. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce que moi-même, comme retour d'expérience concret, c'est pas du blabla, c'est pas il me semble, non, article, je sais pas quoi, non. La construction, c'est pas ça. C'est l'expérience du métier. Une meilleure maîtrise de la construction, c'est-à-dire parce que vous pouvez, à partir du moment où vous êtes auto-contrôlé par rapport aux objets que vous allez construire derrière, vous ne pouvez pas faire des formes que je pouvais faire en toute liberté sur AutoCAD et contrôler après avec les structures. Je dois être côte à côte avec l'ingénieur pour que ma faisabilité soit dès le départ contrôlée. Et ça, c'est l'avantage parce que je commence avec la main de tous les intervenants, c'est-à-dire que chacun contrôle l'autre et ça me permet d'avoir une meilleure maîtrise de la construction, bien évidemment. Des solutions, ça me donne beaucoup plus de liberté parce qu'à chaque fois, je peux avoir des options. Et aujourd'hui, on les voit aussi, Dieu sait si, avec tous les outils, les apports de l'intelligence artificielle, etc., il y a des étapes où je peux avoir des variantes, des options, avec format, par exemple, quand j'ai un terrain. Bien, bref. Mais ça vient aider. Mais je ne peux pas trouver soit Dynamo, soit comme exécutant pour mon projet. Non, ça n'existe pas comme ça. Un projet, on les commence avec un programme et avec des pas qui sont clairement liés à ces programmes et des contraintes, des paramètres qui sont liés à ces programmes. La réponse spatiale après, ça peut être d'une grande complexité et venir avec des outils comme Dynamo pour m'aider avec le résultat final, c'est extraordinaire. Mais ça ne vient pas dans la magie, ça vient dans les processus en interne.
Alors, assurer la synthèse des études et des plans d'exécution, bien évidemment, parce que, et comme on travaille vraiment avec des objets qui sont sémantisés et qui ont un but d'être construits, les plans d'exécution sont déjà presque faits au moment de mon projet pro, disons, plus détaillé ou des consultations pour les entreprises. Procédure d'autocontrôle renforcée, c'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Et la procédure d'autocontrôle, je ne peux pas avancer sans voir et pouvoir vraiment mettre en parallèle les autres spécificités. Parce que là, à chaque fois que j'ai fait un point de coordination, ils vont venir me dire, ah non, non, mais ça ne tient pas par rapport à l'électricité, ça ne tient pas par rapport à la ventilation. Bon. Et bâtiment plus performant, évidemment, parce que tout comme je mets dans la cuisine en interne, je mets tous les ingrédients en parallèle, et à l'arrivée, je vais avoir des bâtiments plus performants. C'est naturel, ça va de soi. Bon, là, je ne vais pas non plus m'étaler là. Vous savez très bien comment ça se passe avec les programmes d'un côté, toutes les solutions qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le modèle BIM, il est très riche dans la dynamique parce qu'on a des allers-retours et on a des outils, des simulations qui vont me permettre à chaque fois de contrôler. Et il y a aussi également les phases que je vais travailler avec les phases. Et quand on a, par exemple, des projets, quand on travaille comme moi, j'ai travaillé longtemps dans la réhabilitation des immeubles, il y a une partie, c'est des démolitions, une partie. Donc, tout ça, à partir du moment où toute la chaîne jusqu'à la réalisation de mon projet et la gestion et l'exploitation derrière, et ça me permet de voir l'ensemble au lieu de passer au stade et voir après quelles étaient les erreurs et revenir en arrière comme c'était Dieu sait si les modifications, des modifications, des modifications quand on faisait des projets de complexité sur AutoCAD. Bon, alors là, c'est tous les intervenants, vous connaissez très bien les entreprises, le bureau d'études, l'architecte, les maîtres d'ouvrage, l'exploitant. Bon, tout ça, ça fait que quand on travaille en BIM, on est obligé de faire l'interaction à chaque fois. Bon, là, ça c'est un peu, même c'est un peu déjà périmé parce que c'est à l'époque, j'avais mis tous les sites qui permettaient vraiment d'aller chercher des documents sur Internet pour les objets BIM, etc. Mais ce n'est pas non plus important. Bon, là, vous connaissez la donnée d'échange IFC. L'IFC aussi super, disons, 1000 fois ce qui était auparavant les XREF, parce que quand on va sortir un IFC, et les IFC, vous savez très bien qu'on peut avoir des paramètres spécifiques pour un export. Quand on fait ça avec la coordination Navisworks, on se met d'accord tous l'équipe de dire bon voilà, là on s'arrête et on va faire par exemple l'analyse des interférences de ma maquette architecture avec la maquette structure. Donc, c'est à ce moment-là que je vais choisir un modèle d'IFC. Heureusement, dans la dernière version 2025, je ne connais pas malheureusement pour l'instant le 2026, mais dans le 2025, on a déjà les possibilités, un éventail de possibilités personnalisées même d'exporter, des façons de ne pas me trouver avec des IFC qui sont des tonnes et des tonnes de gigaoctets, alors que pour un moment particulier, pour une analyse particulière, je vais filtrer les données dont j'ai besoin pour cette analyse. Et l'impact sur les BIM,
la norme soutient le développement du BIM en standardisant le flux des données, les analyses énergétiques, la gestion des coûts, la planification des ressources, tout ça, je peux le faire d'une façon très fluide. Maintenant, ce que je ne pouvais pas le faire, bien évidemment, avant, c'était un travail au cas par cas, bien, disons, séparé. Et à l'arrivée, on avait parfois des retours en arrière, presque au début du projet, parce que ça ne marchait pas, il y avait quelque chose qui coinçait quelque part. Bon, la norme actuellement, c'est la 16739 et qui aide les échanges simplifiés pour les outils BIM, l'efficacité accrue, une meilleure collaboration. Bon, tout ça, il faut les vivre personnellement. Moi, que je l'ai dit comme ça ne vous dit rien, mais quand vous êtes là, évidemment, et vous avez vécu l'évolution des IFC aussi, vous pouvez constater tout ce que je viens de mentionner ici par rapport à ces formats. Et là, bon, là, je viens à quelque chose qui est essentiel. L'adoption et implémentation dans les entreprises, les problèmes, c'est que dans les entreprises, parfois, je ne dis pas toujours, hein, je ne vais pas parler mal de mes collègues, je ne vais pas attirer des ennemis, mais je veux dire, quand on a les équipes qui sont formées pour les managements général du projet, sont formées pour connaître les normes à appliquer, pour détailler toute la communication avec les plateformes, même avec les meilleurs outils de IFC, vous allez échouer. Parce que la qualité de l'architecture à l'arrivée ne se trouve pas dans l'application des normes, ne se trouve pas dans la gestion des données. Elle se trouve dans la production. Et de là, venir rajouter. Et la plupart parfois des organismes de formation, que pour moi c'est plutôt des charlatans, ils vont venir vous vendre les labels, les normes et tout ça. Mais si on ne forme pas aux outils qui sont capables de pouvoir, par exemple, gérer ces familles paramétriques en interne, savoir pourquoi ils vont faire cette porte-là ou cette porte-là. Mon ami Semelli, Balthazar Semelli, il pourra parler par rapport à ces sujets, mais je veux dire, à chaque fois, on a des milliers d'informations dont on a besoin pour l'évolution de mon projet et à côté, bien évidemment, un management global qui puisse aller dans le sens des protocoles, aller dans le sens des normes. Bien sûr que les normes et tout ça, mais c'est en parallèle. Ça ne peut pas substituer la production. Bon, la maquette numérique ne doit pas dépendre d'un format propriétaire. Je crois que ça, c'est indispensable, hein, parce que là, il y a une phrase que ça m'a plu toujours, c'est considérer une information comme un bien propre, c'est inévitablement confondre la donnée et l'interprétation de la donnée. Bon, il y a les rôles, les chefs des projets. Je ne veux pas m'étaler non plus là parce que je n'ai pas le temps pour cette présentation. Je préfère, bon, vous connaissez, chef des projets, et les modélisateurs, les coordinateurs, et après, il y a toute l'équipe à niveau de la gestion de la donnée. Hein? Bon, et là, je voulais justement vous présenter un petit peu des cas où les BIM est appliqué d'une façon différente. Et par exemple, un projet que vous connaissez très bien, je pense, de l'architecte Paul Sampa, le projet Arena à l'époque, bon là maintenant c'est construit depuis longtemps, mais je veux dire,
quel a été l'avantage d'avoir travaillé avec la méthodologie BIM? C'est du concret. Là, c'est pas que la maquette, etc. Ça a permis vraiment de pouvoir, je vais venir à la maquette, à la slide suivant, et le BIM, l'objectif essentiel, c'était optimiser entre le béton, la charpente métallique et la coque de la façade. C'est-à-dire que quel a été le leitmotiv et l'essentiel? Ils ont passé d'avoir des 300 moules pour constituer la coque à 20 moules. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une optimisation du système de construction. Alors, les processus du travail, ça a été l'analysation, l'optimisation géométrique de la coque, la validation de l'architecte, l'intégration de la nouvelle coque. Et si on dit c'est un stade, les stades, c'est quoi comme programme? C'est de pouvoir avoir le terrain de jeu et la visibilité. Donc, ils ont travaillé avec un système de construction qui était optimisé au maximum pour la coque, pour l'abri total du stade. Et de l'autre côté, ils ont travaillé avec des logiciels de simulation de visibilité. Vous voyez, il y a deux aspects, deux logiciels, ou deux, ou trois, ou quatre, je ne sais pas. Mais c'est pas la maquette, là, c'est des objectifs. Et à partir des objectifs, on avance avec un projet qui va optimiser la visibilité avec des systèmes de simulation, de façon de permettre que tous les gradins puissent optimiser la visibilité du terrain de jeu. Bon, ça c'est les projets Arena. Vous voyez là, vous pouvez voir la coque, hein, cette coque-là qui a été optimisée d'une façon idéale. Je mets à l'opposé, je mets ces cas-là parce que c'est vraiment à l'opposé un peu du plénier. C'est les cas du musée Louis Vuitton, hein, des Fingueries, et Vinci Construction. Les défis, c'était comment combiner les savoir-faire de ces concepteurs, maîtrises d'œuvre, constructeurs, etc., gérer, parce que lui, il travaille toujours avec une déconstruction et avec une façon de concevoir avec des formes très complexes et séparées. Et en plus, c'est sa façon de travailler. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui, c'est qu'il associe des matériaux qui n'ont forcément, parfois on peut penser qu'ils sont incompatibles, comme mélanger dans ces cas-là l'acier, les verres, le bois qui ont des comportements complètement différents. Et il y avait des formes très complexes, mais quand vous êtes dans l'espace intérieur, moi j'ai visité parce que je voulais vraiment voir à l'intérieur, et c'est impressionnant comment dans tous les parcours vous avez un espace qui est cohérent, et qui est beau et qu'il y a un système de construction qui est adapté. Et ça, il a pu le réaliser grâce à les bonnes pratiques qu'il a réalisées sur son projet avec la méthodologie BIM. Vous voyez ça, hein? Si je devais faire des petits croquis, des espaces, là, il faut vraiment entrer dans les détails, entrer dans tout les squelettes de sa proposition pour pouvoir comprendre, hein? Et lui, il a travaillé d'une façon, c'est-à-dire, moi je dis toujours, moi, les logiciels, parfois les BIM, on peut avoir une partie d'esquisse à la main. C'est pas interdit le dessin à la main dans le BIM, ça c'est faux. Et une autre idée fausse aussi, c'est que là, par exemple, lui, le point de départ, ça n'a pas été la construction directe des objets en 3D, il a fait la maquette. Et à partir de ces maquettes, il a reconstruit après en volumique et avec des objets intelligents de Revit, ou je ne sais pas si lui, il a travaillé plutôt avec Digital Project, je crois aussi, mais peu importe. Mais il a réussi à
à se retrouver dans la complicité, mais avoir une œuvre qui est pour moi une référence au monde, hein, de ce type de conception en déconstructivisme. Vous voyez, là, je peux voir à tous les étages, à tous les niveaux, il y a toujours des vues qui surprennent, c'est-à-dire qu'il y a toujours la surprise d'une vue. Cette vue, on ne peut pas les voir avec la forme, hein, avec les gens qui croient que parce qu'ils vont voir des rendus, des formes, des styles, ils vont obtenir l'architecture. Non, c'est pas comme ça. L'architecture, c'est l'espace intérieur, le programme, la liaison entre l'espace intérieur, le programme et la forme et la tectonique, la matérialisation. On ne peut pas supprimer un élément parce que tout le reste, ça ne tient pas. Hein. Donc, vouloir copier un style parce qu'on a copié des formes, des formes, des formes, et je suis désolée, mais ça n'a rien à voir avec l'architecture. Hein. Ça peut servir, et moi je l'utilise par exemple, quand on a déjà la configuration, quand on a déjà les matériaux, quand on a déjà total, pour trouver des variantes. Et moi je l'ai fait avec mon concept de coworking que je développe depuis 2 ans, avec mon prototype. Je l'ai fait que je cherche, c'est un prototype, donc je cherche la matérialisation avec des différents type de construction. Hein. On peut avoir la nano-construction, comme on peut avoir les modulaires, comme on peut avoir le hors-site. Voilà, ça c'est avoir aussi. Bon, vous imaginez un projet comme celui-là des guéris hors-site, ça a été un petit peu plus compliqué. Comme quoi la matérialité et la réalisation, et ça va de soi, va voir naturellement un type, un modèle de construction plus qu'une autre. Hein. Vous voyez l'escalier, cet escalier, c'est sublime. Quand vous voyez, on dirait une vague qui descend avec. C'est la recherche de l'esthétique, c'est la recherche de la beauté qui va faire aussi que notre architecture réussit. Et c'est pas l'application des BIM, parce que les BIM, j'insiste, c'est une méthode. Le résultat, c'est l'architecte, seulement l'architecte ou les équipes, pas l'architecte tout seul, mais les équipes qui ont connu bien le programme, qui ont développé et qui ont réussi à une réalisation qui est une référence. Alors, l'analyse de la... Voilà, moi, pour revenir à mon expérience de rejouer les jeux et un programme de logement que j'avais effectué avec la CAO traditionnelle et que j'ai basculé après en BIM pour moi-même me mettre en question et voir, faire la comparaison moi-même dans l'expérience. Et qu'est-ce que je peux voir là? Là, c'était à niveau 2, hein, mon travail. Planification du système informatique à mettre en place pour le partage, la mise à jour, la validation. Création des fichiers gabarits, c'est-à-dire que ça c'est important aussi. Ça m'a permis de créer des fichiers gabarits de façon de pouvoir déjà m'inscrire dans les mondes en interne de ces projets et ne pas aller de droite à gauche. Bon, produire les tables de nomenclature, tout ce que vous connaissez aussi, et que c'est des apports qu'on a actuellement sur Revit. Et bon, là, c'est la procédure que j'ai utilisée, c'est la synthèse. Vous pourrez après vous arrêter sur le slide et regarder tout ça, mais je ne voudrais pas m'étaler trop sur ça. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été le passage au BIM, ça a été réduction de temps, j'ai gagné du temps, j'ai gagné en certitude quand j'ai avancé pour pouvoir faire côtoyer et mettre en rapport
les projets archi avec les autres intervenants, une analyse aussi par rapport à des conflits que je pouvais avoir sur Navisworks avec d'autres, là c'était pour les cas des structures, mais bon, c'était assez simple, hein, à niveau des structures, il n'y avait pas ce type de béton, un bâtiment classique, il n'y avait pas non plus des aspects intellectuels à reconnaître dans la totalité, mais là, je pouvais aussi analyser l'ensoleillement, je pouvais faire les rapports thermiques, donc tous ces outils-là, à l'époque avec la CAO, je pouvais les faire, mais c'était des études spécifiques, c'est-à-dire il fallait envoyer tous les plans et les thermiciens, il analysait les plans et il fallait passer tout ça sur ces logiciels à lui pour avoir 2 semaines après les analyses, hein, alors que ça se passe maintenant presque d'une façon instantanée. Bon, l'analyse surfacique, l'analyse de finition au sol, l'analyse de tous les aspects que vous pouvez imaginer sont à l'intérieur de Revit et pour travailler correctement avec la méthodologie BIM. Bon, là, vous voyez le plan masse. Après, bon, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je fais, bon, les images de synthèse. J'avais fait même une animation pour tout intégrer. L'animation, je l'avais fait sur Revit aussi, avec un parcours, comme vous connaissez. Maintenant, on a des outils pour l'animation, aussi bien pour l'animation que pour les rendus. Et c'est extraordinaire, les outils qu'on a actuellement pour avoir une meilleure qualité dans les animations. Évidemment, rajouter personnages comme Enscape et d'autres actuellement. Et voilà, donc là,